pour faire peut-être à nouveau revenir sur une ouverture que tu faisais tout à l'heure également, Pierre. Tu parlais de l'IA et de comment ça peut nous aider aussi dans certains comportements, dans certaines récupérations de données. Est-ce que sur ce sujet justement de causalité, de corrélation et finalement de lier la formation à la performance de l'entreprise, est-ce que l'IA peut également nous aider sur ce sujet? Alors, en théorie, oui. Je dis en théorie parce que pour que l'IA fonctionne bien, on sait maintenant, particulièrement en RH, qu'il faut que les données soient qualitatives et interprétables par l'intelligence artificielle, qui ne comprend pas vraiment ce qu'elle analyse et ne comprend pas vraiment ce qu'elle nous répond. Par contre, si on a toutes les données dont on est en train de parler, qui sont clairement exposées, et qu'on l'utilise, alors soit dans des solutions pensées pour ça, en général c'est plus efficace et plus fiable, soit qu'on essaye via des IA, on va dire grand public, Gemini, Mistral, etc. En théorie, on pourrait, l'IA elle est très forte pour analyser beaucoup de données et faire, et là je vais choisir volontairement le mot, des corrélations pour nous laisser supposer qu'il peut y avoir un lien entre telle action ou tel besoin et l'impact qu'on a eu dans le quotidien. Par contre, une fois de plus, l'IA, elle ne va pas remplacer l'humain. Elle va faire des suppositions pour que nous, avec notre expérience de responsable formation ou responsable RH, on puisse se dire « Ah mais oui, ça, je n'avais pas pensé à le valoriser très bien » ou ça, non, en fait, l'IA, elle n'a pas compris ou elle n'avait pas assez de contexte. Mais ça, c'est lié à une évolution, comme tu l'as dit, c'est multifactoriel. C'est lié au marché, c'est lié à des équipes qui ne communiquent pas bien dans notre entreprise. Bref, c'est lié à tout un tas d'autres sujets. Est-ce qu'il faudrait déjà utiliser l'IA pour ça? Je ne sais pas s'il y a des solutions hyper spécialisées là-dedans, auquel cas je serais curieux d'aller voir, parce que là, ça peut créer de la valeur, d'essayer de le faire soi-même sur une IA générative, même si on est très fort pour faire des prompts. Je ne pense pas que c'est là qu'on gagne du temps et en efficience. Je sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez chez Talentia ou que vous démarrez, enfin c'était le début, tu m'as dit tout à l'heure. On balbutie encore sur l'IA. Après, moi, j'espère que l'IA va être un outil complémentaire de la formation, en tout cas des décisions stratégiques en matière de formation. S'il arrive à mesurer l'impact d'une formation sur le développement des compétences et sur un ROI, tant mieux. S'il nous permet d'évincer les formations qui n'ont pas de portée et de mettre en avant celles qui ont une meilleure portée, tant mieux. Voilà. Donc moi, j'ai hâte de voir en fait comment ça va pouvoir nous aider. Si dans nos audits et dans nos benchmarks, on trouve des outils qui permettent de faire parfaitement ça, on vous tiendra au courant. En tout cas, ce que je retiens, c'est vous avez tous les deux parlé, alors il y avait modestie d'un côté, humilité de l'autre, finalement, face à ces corrélations et cette causalité liée aux formations. Je retiens également, je crois que tu l'as dit 2 fois d'ailleurs, Pierre, qu'il n'y avait pas de recette magique sur ces différents sujets qu'on a déjà abordés. Finalement, on a ce besoin de continuer à faire évoluer cette vision que l'on a des données de formation. On a commencé en parlant justement de changer un petit peu le prisme de pensée que l'on a sur ces données, passer de données de suivi à des données plutôt utilisées pour prendre des décisions. Et là, on vient d'essayer de relier un petit peu plus la formation, les formations qui sont choisies, qui sont réalisées, aux performances de l'entreprise. Donc concrètement, finalement, comment est-ce qu'on peut justement, et comment est-ce que toi, par exemple, Marie-Claude, tu utilises la donnée dont on vient de parler depuis tout à l'heure, comment est-ce que tu l'utilises pour ajuster la stratégie de formation que tu utilises? En fait, la donnée, nous, on l'utilise comme aide à la décision. C'est-à-dire qu'on croise, comme je le disais tout à l'heure, on croise beaucoup de données. Donc, on a des données SIRH, on a les informations que les managers nous transmettent, on a ce qui nous sort du CRM sur la performance des collaborateurs. On croise toutes ces données pour pouvoir prendre les décisions stratégiques dont on a besoin. Ça nous permet d'avoir des formations d'être plus affûtés dans le choix des décisions et de mettre des formations qui sont plus attendues des collaborateurs. Je vous disais qu'on allait déployer un plan de formation sur l'IA prochainement chez Talentia. Il y a 10 ans, je pense qu'on aurait fait un plan de développement massif de l'IA, parce qu'effectivement, on entend parler de l'IA partout. Là, en fait, le parti pris que nous avons préféré, c'est d'aller analyser quel est le besoin le plus urgent pour nous en matière d'acquisition de compétences de l'IA. C'est pour les développeurs. Certains développeurs ont commencé à les utiliser à titre individuel.
Nous, il faut qu'on continue de contrôler la donnée et de continuer les pratiques. Donc, on va commencer sur cette population à développer des formations sur l'IA. En amont, on a défini un certain nombre d'objectifs à atteindre, pardon. Donc, c'est l'acquisition de compétences, l'amélioration de comportement, l'utilisation, l'amélioration de la productivité. Bon, un certain nombre de critères de mesure. Une fois qu'on aura déployé ces formations, alors on pourra passer à des formations un peu moins prioritaires. Voilà, je trouve que l'enjeu, il est là, de se dire que toutes les données dont on dispose, il faut qu'elles nous servent à prendre les bonnes décisions, les décisions stratégiques pour les dirigeants, parce que on n'a plus, voilà, je crois c'est terminé en fait l'âge où on faisait des grands déploiements de formation, où on était sur des investissements massifs sur lesquels on n'avait pas forcément de la visibilité sur l'impact direct. Nous, voilà, notre parti pris, c'est de se dire qu'on va faire des coupes chirurgicales en matière de formation et qu'on va avancer modestement une fois qu'on aura mesuré les critères qu'on avait prévus d'aller chercher, ou les mesures qu'on avait prévues d'aller chercher auprès des collaborateurs. Donc voilà, on est plus sur une approche plus mesurée. Je crois qu'il y a quand même, il y a encore des entreprises, et parfois ça peut se justifier, qui ont plus, il faut que je trouve le bon mot, qui arrosent en formation, qui sur l'IA vont y aller dans tous les sens. Et moi, ça me surprend toujours autant, parce que même si je vois l'intérêt de se dire, on ne sait pas exactement où il faut taper, parce que c'est devenu très difficile de prévoir comment vont évoluer les compétences et les métiers. Donc c'est comme ça qu'on va donner les clés. Si on n'est pas parti, comme tu l'as très bien dit, des points les plus spécifiques et urgents sur lesquels il y a des besoins de développement de compétences, on peut noyer la personne dans beaucoup trop d'informations. Et je pense que c'est en partie pour ça que l'IA ne tient pas ses promesses. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui... À l'échelle individuelle, ça commence un peu, mais à l'échelle collective, on n'a pas beaucoup d'entreprises qui disent « ça y est, on avait formé sur tel et tel sujet à l'IA parce qu'on a arrosé de contenu e-learning puis de formation, et tout le monde s'est emparé de l'IA, et le plan de transformation IA s'est passé comme prévu ». Je ne l'ai pas encore, s'il y en a peut-être dans le chat, dites-nous, mais je ne l'ai pas encore vu. Et je pense que c'est notamment pour ce problème-là. Après, parfois, quand on arrose, ça permet justement à des personnes de réaliser que leur métier, elles pourraient utiliser l'IA de telle ou telle manière. Mais du coup, ça, c'est plus des effets de bord que peuvent se permettre des entreprises qui ont des très gros budgets formation, en se disant nous on arrose et ça nous aidera, et puis après on ira cibler de manière un petit peu plus chirurgicale. Mais et là, c'est celle-là qui passe dans les médias ou à qui on donne la parole, donc ça peut donner l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus juste d'aller cibler ces points-là, surtout sur les développeurs. Parce qu'il y a quand même un enjeu assez particulier. Là, on est dans l'événement Skills of Tomorrow. Les développeurs font partie des métiers qui sont le plus impactés. Moi, je ne suis pas développeur, et typiquement, pour essayer de comprendre comment évolue leur métier, je fais des interviews. Et spécifiquement sur les développeurs, ils disent on a eu une phase un peu waouh de l'IA code de manière suffisamment fiable pour le faire à notre place, à condition qu'on contrôle. Donc nous, on devient des architectes, des orchestrateurs. Enfin, ça donne une nouvelle dimension au métier. Donc, il y a vraiment eu une satisfaction au début. Et il y a une catégorie de développeurs, pour l'instant, c'est que ceux que je ne sais pas si c'est objectif, mais c'est que ceux que j'interviewe qui me disent ça, de dire, en fait, moi, ce qui me plaisait dans mon métier, c'était d'exercer la compétence de coder, de passer 3 heures, parce que là, je construisais quelque chose, et l'IA ne pouvait pas le faire à ma place à l'époque, donc c'était nécessaire. Et quand moi, je leur dis, mais qu'est-ce qui t'empêche de repasser 3 heures à aller exercer ces compétences que tu n'as pas encore perdues, parce que si l'IA, elle le fait à ta place, au bout d'un moment, tu vas le perdre. Ils disent, maintenant que je sais que l'IA peut le faire, ça n'a plus de sens que j'y perde, entre guillemets, 3 heures. Et donc, ces développeurs disent, j'ai fait le tour de mon métier et je vais peut-être changer de métier. Là, il y a peut-être eu un écueil sur la partie formation c'est bon, on met plein d'outils d'IA avec du code, on vous apprend à devenir orchestrateur, et du coup, on oublie la réalité du travail et ce qui donnait le sens au travail, qui sont ces fameuses, parfois, tâches à faible valeur ajoutée, qui ont la valeur ajoutée de donner du sens et de permettre aux personnes d'être épanouies. Bon, je suis parti un peu loin sur cet exemple, mais je trouve que c'est tellement l'enjeu qu'il y a derrière les décisions de formation que c'est un piège dans lequel on risque de tomber dans d'autres métiers. En effet, ouais. Si on revient du coup également sur la partie ajuster sa stratégie de formation, parce que peut-être que certaines des personnes qui nous écoutent n'ont pas de développeurs ou en tout cas ont un sujet IA peut-être un petit peu moins fort. Et puis je regarde également le temps qui avance. D'ailleurs, je rappelle au chat que vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas. Nous y répondons, je pense, dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas à ajouter des questions si vous en avez sur la discussion. Et donc si je reviens sur ma question initiale, qui est finalement comment ajuster ta stratégie ou votre stratégie de formation avec
avec les données. Pierre, est-ce que toi, tu as également des éléments plus larges à partager? Oui, alors plus largement, il y a les éléments intuitifs et les éléments plus analytiques et méthodiques. Sauf à ce que les personnes qui nous écoutent démarrent dans le métier de la formation, normalement, elles ont de l'expérience et c'est ça qui nourrit les intuitions de ce qui devrait être des bonnes décisions. Et moi, c'est peut-être lié à mon profil un peu plus intuitif, mais je trouve que parfois, c'est plus intéressant de trouver des questions qui vont nous permettre de faire travailler notre intuition avant d'entrer dans quelque chose de très analytique et complexe. Et typiquement, dans les questions, moi, que je me posais à l'époque quand j'étais en poste, le genre de questions, il y avait, parmi toutes les formations que j'ai déployées l'an dernier, lesquelles aurais-je pu supprimer sans que ça ne touche à la performance de l'entreprise. Alors, ça ne veut pas dire que je les supprime pour autant, mais ça peut me donner un indicateur de est-ce que celle-là, surtout si j'exerce à budget contraint, elle est vraiment indispensable, ou est-ce qu'on n'est pas, sans s'en rendre compte, tombé dans on se fait un peu plaisir parce qu'on pense que ça crée de la valeur, mais on n'en est pas trop sûr. Et sinon, il y a une question encore plus efficace, c'est si je te dis, Marie-Claude, l'an prochain, tu as 30% de budget formation en moins, lesquels te viennent à l'esprit comme les premières que tu couperais côté formation, ça va peut-être aider ton cerveau à ne pas processer l'information de la même manière et de se dire, bon, a priori, c'est peut-être ces formations-là où soit il faut que je les supprime, soit il faut que je sois plus en capacité de faire le lien avec l'impact opérationnel qu'elles créent. C'est pour ça que je dis, le premier réflexe face à ces questions, c'est pas de dire on les supprime pour autant. Bon, ça, c'est comment est-ce qu'on fait appel à son expérience et à son intuition. Bon, c'est des questions simples, j'ai résumé mon propos. De manière un peu plus analytique, celles et ceux qui nous écoutent connaissent peut-être il y a une méthode qui fait foi, qui est la méthode Kirkpatrick, qui a plusieurs niveaux. Et là, ce qui nous intéresse pour ajuster notre stratégie de formation, ce sont les niveaux 3 et peut-être les niveaux 4. Mais ça va dépendre au regard de ce qu'on s'est dit. Niveau 3, c'est basé sur les comportements pour savoir à quel point les participants appliquent ce qu'ils ont appris pendant la formation lorsqu'ils sont de retour au travail. Dès lors qu'on a pu mesurer ce niveau 3, normalement, on a des bons éléments, même si c'est que de la corrélation, encore une fois, pour choisir les prochaines décisions, qui d'ailleurs ne sont pas toujours des décisions de formation. Est-ce qu'il faut reconduire cette formation l'an prochain? Ça peut être juste, est-ce qu'il maintenant il faut outiller les personnes? Est-ce qu'il faut faire évoluer le management et j'y reviendrai sur le management. Et le niveau 4, là, on est sur les résultats de l'entreprise. On l'a déjà pas mal dit avec le lien de causalité. Moi, je me demande en fait même, imaginons qu'on puisse faire la causalité, est-ce que ce serait censé de procéder à une évaluation aussi fine? Imaginons, on a les moyens, tout le monde remplit les questionnaires. J'ai des doutes parce qu'on met beaucoup d'énergie et ça nous fait presque oublier qu'en fait, si on forme, c'est pour miser sur un capital humain qui, s'il a les bonnes compétences, fera bien son travail, ce qui va servir les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc en fait, on est presque en train d'essayer de réinventer quelque chose que si on est dans la fonction humaine, normalement, on en est convaincu, sinon on ne ferait pas ce métier. Mais dans certaines entreprises, où il y a des logiques beaucoup plus financières et moi, je trouve éloigné de l'humain, peut-être que parfois, il faut aller sur ce niveau 4 parce qu'on a besoin de démontrer de temps en temps un impact financier et plus global. Mais on a déjà parlé des pièges, donc je ne vais pas y revenir. Attention aux pièges de ces sujets. Et l'autre piège, peut-être un peu plus gros, j'ai essayé de prendre des exemples comme toi en management, c'est de s'assurer que le problème, il est lié à des compétences et pas à l'organisation. Combien d'entreprises ont fait des formations en management participatif, collaboratif, etc., alors qu'une fois revenus sur le terrain, les managers étaient dans une culture et un cadre qui fait qu'ils ne pouvaient être que directifs. Et dans ce cas-là, c'est un double piège pour la formation parce qu'on a investi et bon courage pour observer des résultats, mais en plus on va nous dire la formation elle n'a pas fait changer quoi que ce soit. En plus, il y a eu des propos tenus pendant la formation qui ne sont pas trop fidèles à notre manière de manager, donc on se prend des reproches et on ne va pas pouvoir reconduire ça. Donc ça veut dire que quand on pense à stratégie formation, il va falloir au moins pour les gros projets s'assurer que les compétences, elles auront un terreau favorable pour être transposées en situation de travail. Et parfois, il va falloir assumer de dire, mais là, d'abord, il faut de la transformation et de la conduite du changement. Et ensuite viendra la brique formation, sinon, ça ne va pas marcher. Et d'assumer de dire, en fait, si on veut un management directif, on l'assume et on fait des formations au management directif. On ne va pas sur le management participatif parce que c'est à la mode et c'est séduisant. Alors, je dis ça, je déteste le management directif. Mais si c'est ce que veut la direction, il faut que les équipes formation leur demandent d'assumer. Je trouve que c'est un piège qui peut tomber à pas mal d'endroits. Ça marche aussi en commercial et surprise, ça marche aussi beaucoup sur l'usage qu'on veut faire de l'IA. Parce que l'IA, c'est pour que les personnes elles deviennent plus productives et qu'elles produisent plus ou c'est pour améliorer leurs conditions de travail.
selon l'enjeu, déjà, il faut réfléchir à ça avant de déployer des formations qui vont permettre de développer des compétences en IA. Et un tout dernier point qui, pour moi, est très simple, mais peut avoir beaucoup d'impact dans les stratégies formation, c'est dans les entretiens annuels. Alors, juste avant, Carole nous disait dans la session d'avant comment est-ce qu'il faisait chez Headflex, et c'est un peu proche de ce que nous, on avait changé chez Youno quand j'étais DRH. Justement, au début, on posait la question de quelle formation avez-vous besoin? Et dans un webinaire, je présentais différents sujets RH dont celui-là. Il y en a qui me disaient, mais c'est bizarre, vous êtes un organisme de formation, vous devriez être les premiers à savoir que si on pose cette question, les personnes vont répondre avec une réponse formation. Alors que si vous demandez quel est le besoin de développement, déjà que c'est pas facile d'identifier ce dont on a besoin, une question un peu plus ouverte, la personne, elle va parler des comportements, voire des compétences qu'elle souhaite développer, et ensuite charge au manager et au RH de venir dire, tiens, là, la bonne réponse, ce sera de la formation. Très bien, on la met dans la stratégie formation. Ou ça va être du mentorat, ça va être du coaching, ça va être d'autres modalités qui auront pour conséquence de développer des compétences, mais qui ne seront pas dans le plan de développement de formation. Et ça, pour nourrir la stratégie formation, c'est un peu plus complexe, mais je trouve que c'est beaucoup plus précieux pour éviter de tomber dans les biais de la formation, une réponse à tout. Et je dis ça, je représente un organisme qui vend des formations. Mais du coup, on sait d'autant plus quand on sait à l'avance si le besoin, ce n'était pas une formation, qu'on n'aura pas les résultats, qu'on n'aura pas l'impact opérationnel, et alors qu'on n'aura certainement pas le ROI si c'était celui qui était visé. Je peux confirmer, côté Headflex, moi par exemple, j'ai profité de mentorat et non pas de formation, puisque c'est ce qui correspondait mieux à mes demandes, par exemple. Okay. Donc effectivement, la question a été posée de la bonne façon, potentiellement. En tout cas, merci à tous les deux pour vos éclairages très instructifs sur ces différents sujets. Alors, on a essayé de couvrir ce vaste sujet qu'est la donnée de formation et comment l'utiliser. Je pense qu'on peut retenir qu'il n'y a pas de recette secrète. On a quand même essayé de parler de trois parties différentes de cette donnée et de l'usage que l'on peut en faire, à savoir d'abord changer de prisme, changer de vision sur la donnée, essayer de passer d'une donnée plutôt de suivi de la formation, qui est finalement cette vision historique que l'on a de la formation, pour utiliser ces données plutôt dans un cadre de décision. On a essayé également de comparer, et j'aime beaucoup ta comparaison tout à l'heure entre la corrélation et la causalité, pour essayer d'aller un petit peu plus loin justement dans cette compréhension de la causalité qui peut exister entre la formation, l'acquisition de compétences, la mise en pratique, les changements des comportements et enfin la performance en entreprise que l'on peut réellement mesurer. Et enfin, on a essayé de discuter un petit peu de comment est-ce qu'on pouvait ajuster notre stratégie en fonction justement de ces données que l'on a récupérées et que l'on a pu analyser de la bonne façon. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans les quelques minutes qui nous restent, qu'on regarde les questions qui ont pu nous être posées sur le chat. Mais est-ce que je vais être obligé de regarder mon ordinateur parce que je n'ai pas mes lunettes et je ne vois pas assez loin sinon?